merci infiniment. J'aimerais bien remercier déjà l'audience qui est présente et j'aimerais aussi remercier les organisateurs de ce panel. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté à participer à ce panel et vu l'importance des participants, des organisateurs et de l'audience, bien sûr, je suis très, très, très ravi d'être là avec vous pour partager avec vous quelques expériences, quelques success stories que nous avons déjà réalisées pour parler des choses concrètes, franchement, euh, que nous avons déjà réalisées à Berkane. Et puis après, c'est-à-dire par ordre chronologique, il a décidé avec les élus qui font partie de la province de Berkane de créer une SDL qui s'appelle Marafek Berkane. Elle a été créée en 2020. Son démarrage opérationnel a commencé depuis 2021. Donc, j'ai intégré Marafek Berkane avant Majel Berkane. Et Marafek Berkane, tout d'abord, c'est une société qui gérait plusieurs services publics, notamment la collecte des déchets ménagers, le transport urbain et interurbain, les abattoirs, les plateformes de commerce de proximité et d'autres projets qui sont mis en fait dans le champ d'activité de la société de développement local. À un certain moment, le conseil d'administration a pensé d'éclater la SDL en 4 SDL et c'est là où le conseil a décidé de créer Majel Berkane qui se spécialise en transformation digitale, innovation et intelligence territoriale et qui travaille pour le compte des collectivités territoriales en vue de dématérialiser les process administratifs au sein des collectivités et optimiser et améliorer la qualité des services publics. Je vais vous parler un peu de quelques chiffres sur un projet sur lequel on a travaillé avant, qui est la collecte des déchets ménagers. On a commencé par le premier service, qui est la collecte des déchets ménagers assimilés, par le glissement des ressources humaines de Averda vers la SDL, qui gérait directement, et ce qui est unique dans les SDL qui existent au Maroc, la gestion directe. Donc, les agents de collecte des déchets, ce sont des salariés de la SDL. Ce n'est pas sous-traité pour des sociétés telles que, puisque j'ai déjà cité une entreprise, je peux citer les autres, comme Ozone ou la Veolia ou d'autres. Exactement. Donc, nous, on ne sous-traite pas. Il n'y a pas d'entité privée externe à la SDL qui gère ce service. Donc, c'est nos propres salariés qui font cette prestation. Donc, on était censé créer une business unit qui va travailler sur l'optimisation de ce service en commençant par l'état des lieux, l'étude d'état des lieux, le process classique. Et en analysant le process, on a pu mettre en place une feuille de route de transition, une conduite de changement pour la transition numérique. Et ça nous a permis d'optimiser 40% des charges du service. Comment? Par le biais du digital, bien sûr, en utilisant la fameuse banque de données de la province qui dépasse les 360 couches de données spatiales. Et ces données, ils ont été utilisées en vue de savoir quels sont les emplacements idéaux pour mettre un bac à ordures. Quels sont les itinéraires avec le minimum de distance pour faire la collecte en suivant un algorithme d'ordonnancement de collecte des bacs. Donc, en appliquant ceci, et bien sûr, comme vous savez, l'algorithme qui fait le choix, c'est dématérialisé, on n'a pas laissé l'intervention humaine pour décider où on va passer, où on va mettre un bac. Premièrement, les géolocalisations, les points où on va mettre un arrivage de bac à ordures est choisi par l'algorithme sur la base, par exemple, des concentrations d'agglomération dans une couche de données sur le site. Aussi la qualité de la voirie, les caractéristiques de la voirie. Une ruelle de 3 mètres d'emprise ne va pas être un trajet d'une bentasseuse de 3 mètres 20 centimes. Donc on utilise même les caractéristiques du réseau routier en vue d'optimiser la collecte et en vue de choisir quel est l'engin qui va passer par ces ruelles pour la collecte des déchets. Donc en optimisant ceci, on a pu baisser 40% des charges
Et qui dit 40% des charges, c'est 40% déjà 40% de distance parcourue, 40% de volume de fuel, de gasoil consommé, 40% de maintenance, la pneumatique. On n'aura pas besoin de 40% de ressources humaines qui sont libres pour lancer quelque chose d'autre. Et c'est là où on a lancé le deuxième chantier qui est les espaces verts, en utilisant les gens qui ont été dématérialisés, on peut dire. Donc on a utilisé ces 40% pour lancer la gestion et la maintenance des espaces verts. Aussi, en analysant le process classique de l'espace vert, on a pu aussi, si on considère que les 40% sont les 100% de l'espace vert, on a pu atteindre les 60% de dématérialisation. Et on a aussi formé les gens qui ont été, qui restent dans un autre métier, c'est dans la soudure. On a pu produire 14 km de garde-corps pour la fameuse fleuve qui passe par Berkane. Donc on a, par nos propres ressources humaines, par notre propre expertise, on les a formés, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc on a commencé à travailler sur plusieurs projets, sur plusieurs services publics, aussi le transport urbain et interurbain. On a travaillé sur ceci, c'est nos propres salariés actuellement qui gèrent la flotte des bus qui est Harakiyat Berkane actuellement. Donc à un certain moment, la SDL franchement a pris et on travaille pour les 16 collectivités territoriales, ce n'est pas uniquement une ville, c'est 16 villes et villages. Donc le conseil a pensé que c'est nécessaire d'éclater la SDL. Pourquoi? Il ne faut pas mettre les œufs dans un seul panier. S'il y a un problème arrive, ça va peut-être bloquer toute la ville, vu que c'est une société qui gère tous ces services. Donc on a pensé d'éclater la SDL et c'est là où on a commencé à travailler sur les choses qui sont tout ce qui est technique. On est considéré actuellement comme bras technologique au niveau de Majel Berkane pour la dématérialisation des services qui sont exploités par d'autres SDL. L'exploitation est faite par la SDL, par exemple, le transport urbain et interurbain, il est fait par Harakiyat Berkane. Les abattoirs et les plateformes de commerce de proximité, il est fait par Hayat Berkane. Quoi d'autre? La collecte des déchets ménagers, la gestion des espaces verts et la maintenance des espaces verts, elle est gérée par BIET Berkane. Donc ce sont nos clients actuellement. Avant, il y avait une facturation analytique entre les BU. Mais maintenant, on facture avec entreprise vers l'autre. Donc il y a des prestations, il y a un écosystème, il y a une économie circulaire qui s'est créée suite à cette session. Et notre vocation, en fait, on n'a pas d'objectif pour générer un cash flow. On cherche toujours la balance. On cherche toujours la balance financière en vue de garder, de baisser la facture pour alléger les épaules des communes. Et le deuxième objectif, c'est l'optimisation du service public qui est normalement mesuré par des KPI qui est à la disposition des actionnaires de la société. Parfait. Donc, alors, parmi les technologies, je m'excuse, alors, parmi les technologies que nous avons utilisées, c'est le Digital Twin. D'accord. Le Digital Twin, c'est un monde virtuel, urban Digital Twin. C'est une représentation virtuelle de toute la ville. Tout ce qui se passe au niveau de la ville, on peut le suivre à travers le Digital Twin. C'est-à-dire on génère un modèle tridimensionnel par l'utilisation du Mobile Mapping System. On utilise aussi la planification future. C'est ce qu'on appelle le Mixed Reality. Des scénarios, on pose des scénarios, on propose des scénarios à M. le gouverneur en vue de les adopter dans le plan d'aménagement. Donc, Keirtar, il va choisir entre 2 ou 3 scénarios selon les études d'ombrage, d'efficacité énergétique, ainsi de suite. Pour l'état des lieux, on utilise le fameux système Mobile Mapping System, peu importe la marque, qu'il y a plusieurs marques. Donc, il dispose d'un capteur LIDAR, un capteur optique 360 RGB, un capteur GPS, un capteur odomètre. Et ceci nous permet de scanner la ville, la réalité de la ville, et de représenter ceci en nuage de points. Ce nuage de points est précis à 2 cm de précision. Et ça, franchement, on a commencé à générer des plans côté, des plans de façade. On a commencé à recenser les motifs imposables à travers ce monde virtuel. On a commencé à générer des
plans AutoCAD, des profils en travers, des profils en lent pour les travaux routiers. Ce sont des choses que nous avons commencé à générer à travers ce modèle tridimensionnel. Donc, c'est un réplica, en fait, de la ville. Et ça nous permet de suivre l'état des lieux de chaque moment, selon la fréquence de scan. On scanne 2 à 3 fois donc, et on fait des ratios pour détecter le changement territorial. La génération de la data, on l'a fait sur la base d'une suite logicielle basée sur l'intelligence artificielle. Si Zakaria est le directeur recherche et développement, docteur en intelligence artificielle. Alors, on utilise cette suite logicielle pour générer de la data, pour créer une base de données sans revenir vers les méthodes classiques, les tablettes connectées au SIG, c'était en fait une méthode auparavant qui a été adoptée par la province. Puis après, on fait des interfaçages avec d'autres systèmes qui existent. Par exemple, pour la fiscalité locale, on a travaillé sur plusieurs bases de données pour la détection des terrains urbains non bâtis. On a pu cartographier d'une manière automatique les terrains urbains non bâtis. Puis après, on a associé ces terrains urbains non bâtis au plan cadastre, le 4GIS, le fameux 4GIS qui circule entre les topographes. Donc, on l'a utilisé officiellement parce qu'on a fait des collaborations avec le cadastre, la NCFCC en général. Puis après, on a associé les données personnelles à ce titre à travers un autre interfaçage avec la conservation foncière et on a pu aider la commune à savoir où sont les terrains urbains non bâtis qui ne sont pas dans la base de données des terrains recensés au niveau de la commune. Et on a pu trouver aux alentours de 1061 titres non bâtis qui ne sont pas recensés, jamais notifiés. Et bien sûr, et on a même digitalisé le process de notification. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine. Le filtrage des exonérés, ils sont filtrés automatiquement. Et il n'y a que les redevables qui sont censés payer la taxe des terrains urbains non bâtis. Et le chiffre théorique, c'est 7 millions de dirhams. Et le travail qui a été fait, ça ne dépasse pas 2 millions de dirhams pour le faire. Mais, franchement, on compte améliorer notre prestation par les partenariats avec le secteur privé, avec les leaders tels que les autres leaders au niveau du marché national, Inch'Allah, en vue d'atteindre un objectif. Donc, on n'est pas renfermé sur la SDL pour rencontrer les attentes des collectivités territoriales, mais on est ouvert au partnership avec ces organismes au niveau du secteur privé. Et Yadullah Ma'al Jama'a, on va pas travailler tout seul, tout simplement. Donc, voilà. Donc, actuellement, à travers ce monde virtuel, on peut gérer même la flotte des déchets, de la collecte des déchets ménagers. On peut la voir parce qu'ils sont connectés par des OBD. On peut les voir sur ce monde virtuel en train de se déplacer sur un monde qui est géoréférencé. Même chose pour la flotte de distribution des produits des abattoirs, ainsi de suite. Les transports urbains et interurbains, ainsi de suite. Toutes les flottes de la province de Berkane, ils sont connectés. On peut les suivre ici. On peut faire même la maintenance préventive parce qu'on prend toutes les données qui sont affichées au tableau de bord des véhicules. Les capteurs natifs du véhicule, on prend leurs données. On les stocke au niveau de notre propre base de données, un mini data center qui est au niveau de la province de Berkane. Donc voilà, ça c'est le SIG. C'est une banque de données, comme je vous ai dit, qui dépasse les 360 couches de données. Des couches qui sont de données des réseaux enterrés, des couches visibles, c'est-à-dire des entités géographiques visibles sur le terrain, ainsi de suite. Multisectoriel, bien sûr. Voilà. Merci Sibadar pour cette présentation. Et moi, je pense qu'une bonne partie des présents n'étaient pas au courant de ce qui se passait à Berkane. En tout cas, pour ma part, je viens de découvrir une Smart City en tout cas en croissance. Voilà, je vais dire en devenir, mais en croissance. Alors, une question simple. Quels sont les défis pour la gestion, pour la gouvernance de la data? Parce que vous avez 350 couches, vous avez sûrement beaucoup de data qui arrivent. Avant de la monitorer, quelle est votre stratégie de gouvernance de cette donnée? Alors,
La gouvernance de la data. Déjà nous disposons d'un. On centralise la data. Ça, c'est la première des choses. On la centralise dans un mini data center qui est au niveau de la province de Berkane. On certifie nos bases de données selon les standards internationaux. Et en termes de sécurité, en termes de data model, en termes d'interopérabilité, tout est certifié en vue de garder, de protéger tout d'abord la donnée sensible, de respecter les standards des smart data models et d'assurer l'interopérabilité, c'est-à-dire l'accès à la data selon les privilèges des entités qui entourent la province. Voilà. Merci Badr. L'assistance Plata aura sûrement des questions à vous poser, mais passons maintenant à la présentation de Abdelghani qui nous dira un mot, une présentation sur comment je vais t'aider, sur comment la formation peut aider l'écosystème. Alors c'est le 2. Voilà. Okay, merci beaucoup Hassan, merci l'audience, vraiment très 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 intéressant de voir notre Maroc évoluer vers un monde de plus en plus digital mais réel. C'est-à-dire c'est plus que de la théorie et des présentations, mais vraiment quelque chose sur le terrain. Alors je me présente, Khouidr Abdelghani, je suis directeur associé de WeLearn. Moi j'ai envie de vous parler de la ressource. D'accord. Ok. Je voulais vous parler de comment réaliser ça, comment mettre tout ça sur place, bien sûr en se basant sur la ressource humaine et qu'est-ce que ça représente par rapport aux compétences. Bon, très brièvement, nous sommes WeLearn, une entreprise de formation, de partage du savoir. Nous avons fait le pari de miser véritablement sur l'innovation et la digitalisation en termes de contenu et contenant. Donc, nous sommes munis par un certain nombre de valeurs. Alors, très brièvement, donc, on commence d'abord ce chantier par le BIM, Building Information Modeling. Donc, forcément, on parle de l'information comme étant un axe central dans cette structure. Donc, la donnée, véritablement, c'est quelque chose qui va mener toute cette construction. Alors, mais d'abord, le BIM, c'est quoi? Donc, on entend parler de beaucoup de choses. Si je dois le résumer, le BIM, c'est principalement deux choses. Pardon. D'abord, la maquette, qui n'est plus un simple dessin 3D, mais qui est une sorte de base de données, c'est-à-dire la richesse, ce n'est pas le simple fait de pouvoir faire des visites virtuelles. En réalité, ça, c'est juste le côté gadget du BIM. Mais une maquette, en réalité, est une base de données. C'est ça ce qui va lui donner toute sa puissance et c'est ça ce qui va permettre ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Majel Berkane. Le deuxième aspect du BIM, c'est qu'on passe dans un processus de création de valeur dans le BTP de processus qui était au mode silo à un processus. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, comme ça c'est beaucoup plus simple. On va passer d'un mode silo à un mode collaboratif. C'est-à-dire que c'est la même maquette où l'ensemble des opérateurs vont intervenir et on ne va pas avoir chacun qui va travailler un petit peu de manière isolée. Donc, en termes de process, cela implique, en termes de process, qu'est-ce que cela implique par rapport aux opérateurs? Très brièvement, avant d'avoir le BIM, pour mener un projet BTP, nous avions besoin d'architectes, ingénieurs, directeurs projet, chefs projet, techniciens de diverses spécialités, etc., etc. Maintenant, avec BIM, de quoi a-t-on besoin? En fait, on a besoin toujours d'architectes, d'ingénieurs, de directeurs projet, de chefs projet et de techniciens. En réalité, ce qui change, c'est leur façon de faire. On aura toujours besoin de ces gens-là, mais il y aura des modifications dans leur façon de faire. Et du coup, ils vont faire appel à un certain nombre de compétences qui sont, on va dire, des compétences historiques du métier, mais ils vont devoir forcément apprendre de nouvelles compétences qui viennent avec ce changement de paradigme. Alors, actuellement,
cela donne un certain nombre d'opportunités qui sont pressantes sur le marché. Je parlerai à court terme principalement de deux métiers qui sont de plus en plus pressants. Le premier, c'est les modeleurs. Si on prend par exemple le marché marocain, il y a un immense besoin de modeleurs. Je parle de modeleurs, je dis des modeleurs qui sont véritablement formés de manière qualitative sur cette technique et ce métier. Je vous donne juste un exemple. On a souvent une certaine confusion entre un modeleur et un dessinateur bâtiment, mais en termes de formation, par exemple, on ne peut pas imaginer un modeleur qui ne connaît pas la notion des bases de données. Sinon, il va vous faire une maquette, mais qui va être complètement déstructurée, désorganisée, qui va être forcément très difficile à exploiter par le futur. Deuxième métier qui commence à être vraiment émergent au Maroc, c'est les AMOBIM. Il y a de plus en plus d'entreprises et d'organismes qui veulent adopter ce BIM. Ils ont besoin d'accompagnement par des gens qui ont véritablement roulé leur boss, mené une grande expérience sur des projets structurés pour pouvoir imaginer la transformation des organisations pour l'adoption. À moyen terme, en fait, ce que nous devons imaginer comme monde du BTP, c'est un monde du BTP où l'ensemble des entreprises travaillent forcément en BIM. Donc, à moyen terme, nous allons devoir transformer l'ensemble des intervenants, les chefs projets, les structures, etc., les architectes. Tout le monde va devoir intégrer cette composante comme étant une composante naturelle de son travail. À long terme, moi, je ne sais plus, est-ce que je dois dire déjà à long terme ou on commence déjà à voir l'émergence quand je vois la présentation de mon prédécesseur, c'est éventuellement l'intégration de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est partir un petit peu au-delà du simple cadre basique du BIM et voir tout ce que le côté innovation en termes, par exemple, de generative design, en termes d'utilisation de bibliothèques, etc., etc. Alors, cela porte son lot de défis et opportunités. Alors, le principal défi aujourd'hui que nous avons, c'est nous n'avons pas suffisamment de compétences dans le marché à accompagner cette vague. Il y a véritablement une vague qui arrive et je pense qu'on aura plus de pression sur un certain nombre de compétences qui peuvent être exportables, offshoreables, je dirais. Par exemple, les modeleurs. Je pense qu'on commence déjà à ressentir cette pression. Un modeleur peut travailler ici au Maroc pour des clients à l'étranger. Donc, ce sont des métiers sur lesquels il y a de la tension et ça crée forcément des situations parfois de crise. Donc, l'ouverture internationale, bien entendu, puisque le Maroc a été parmi les pays africains qui ont plongé dans cette vague du BIM de manière précoce, ça nous donne aussi une possibilité de ne pas se contenter uniquement du marché, aller attaquer le marché international, voir quelles sont les opportunités. Il faut avoir le courage d'affronter ce type de l'aspect opportunité. Problématique qu'il y a, c'est qu'au niveau de la chaîne des valeurs, pour certaines entreprises qui ont l'habitude de travailler avec un certain nombre de groupements, ben, des fois, nous avons une inégalité de maturité. Par exemple, vous avez parfois l'architecte qui maîtrise très bien le BIM, mais le bureau d'études structure, pas tout à fait au fait. Ou bien les deux qui sont très bien au niveau du BIM, mais l'entreprise n'est pas encore. Donc, projet qui demande justement des aspects collaboratifs, ça représente un défi, mais également une opportunité pour les opérateurs qui ont déjà franchi le pas. Le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est que forcément, quand il y a une pénurie, ça crée un appel d'air. Donc maintenant, on commence à s'intéresser au BIM, de plus en plus d'entreprises s'intéressent au BIM et du coup, ça fait des opportunités. Et quand ça fait des opportunités, malheureusement, vous avez le bon et le moins bon. Donc, dans cette période-là, faire très attention. Nous avons entendu parler de certaines expériences de gens qui ont travaillé à d'opportunistes et après, ils se disent « Oula, que des problèmes ». En fait, le problème, c'était le choix du partenaire. Donc, très attention aux personnes qui nous accompagnent dans le projet. Ce que je dirais aussi, malheureusement, le fait de payer cher ne signifie pas forcément que c'est bon. Mais par contre, payer vraiment très en dessous du prix du marché, généralement, ça signifie que c'est pas bon. Donc, c'est déjà une indication.
Dernier point, c'est que l'adoption du BIM, c'est pas un simple passage d'un logiciel à un autre. C'est carrément un changement de process, une transformation d'entreprise. Donc, ça nécessite forcément le passage par un processus de transformation, un accompagnement, de la formation. Et souvent, lorsqu'on fait des shortcuts pour essayer de passer directement à l'utilisation exclusive du logiciel, on est confronté à des problématiques dans le déroulement et la gestion de l'entreprise. Donc, c'est aussi un point extrêmement important pour lequel il faut se préparer. Merci, Abdelghani. Alors, une question pour toi. On a vu l'exemple de Majal Barkan. Est-ce que tu, à travers la formation, à travers l'expertise, est-ce que tu as des exemples, d'autres exemples dans ce que tu as vécu jusqu'à présent, on va dire d'exemplarité, d'organismes exemplaires, d'initiatives exemplaires qui fait, à travers la formation, qui s'est impliqué dans la formation pour monter en compétences et justement aller vers le BIM, le SIM et puis le Digital Twin. Oui, tout à fait. En fait, est-ce qu'on peut espérer réellement une émergence à travers les exemples que tu as connus, l'émergence réellement, finalement, d'exemples comme celui de Majal Barkan? Oui, moi je pense que le train au Maroc est vraiment parti. Le train est parti, entre autres, parce qu'il y a eu au Maroc un certain nombre d'opérateurs audacieux qui ont fait le pari qu'on est capable de le réussir. Donc, il y a déjà suffisamment, je dirais, de membres d'écosystème pour faire décoller ce train. Et il y a eu lieu un exemple très intéressant. Par exemple, sur le Master BIM que nous gérons avec l'école Hassania, nous avons eu des éléments de l'Agence nationale de l'équipement public qui ont été inscrits dès la première promotion. Et dont l'objectif était justement de mettre en place une stratégie de mise en place du BIM dans l'ensemble de l'investissement public. Et j'ai eu un immense plaisir à être dans le jury de soutenance des personnes qui ont participé à ce master. Et dont le sujet thèse, c'était justement cette stratégie d'implémentation et qui a déjà démarré aujourd'hui. On la voit parce qu'on est toujours en contact avec eux. Elle est sur les rails et surtout, j'insiste sur le fait qu'ils ont aussi eu le courage et ils ont compris que même s'il y a très peu, je dirais, de membres de l'écosystème, qu'il y avait un nombre suffisant d'entreprises vraiment avec une bonne maturité, donner un apport excellent et ils ont franchi le pas et maintenant ça marche. Donc c'est l'ANEP en fait. Oui. C'est quoi son importance? Parce que peut-être tout le monde ne se. En fait, l'ANEP aujourd'hui, c'est le principal gestionnaire de l'ensemble grand projet public. Par exemple, nous sommes aujourd'hui face à un énorme, mais en même temps une grande source d'espoir, c'est l'organisation du Maroc de la Coupe du Monde. C'est aussi un nombre infini de projets et de chantiers. C'est l'Agence nationale d'équipement public qui gère tous ces projets. Tout ce qui est investissement, par exemple, dans le domaine de la santé, en termes de rénovation d'infrastructures, c'est l'ANEP qui gère ce genre de chantier. Donc, on peut dire que, en théorie, l'ensemble de l'investissement public, je dirais à l'horizon de 2028, est appelé à intégrer le BIM à 100%. Excellent. Et puis, il y avait peut-être un sujet que vous pourrez échanger ensemble. Il y avait aussi la digitalisation d'un quartier sur Oujda. Je pense que vous pouvez échanger dessus. Oui, voilà. Tout à fait. Peut-être qu'on vous le ferez en aparté. Alors, merci Abdelghani. Alors, le plus élégant pour la fin. Moi, il est architecte, c'est normal. Alors, Marwan est architecte, donc cofondateur de BIMobtech, et qui va nous instruire sur ce que BIMobtech apporte dans cet écosystème, la formation, la finalité et au moyen de quoi. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on a pu évoquer le SIM qui est à une échelle macro. Moi, en tant qu'architecte, je suis plutôt sur du bâtiment. Donc, on va plutôt dire
que c'est du micro. Donc, je me suis intéressé au BIM pendant le Covid. Et après, j'ai compris tout de suite l'intérêt d'une telle méthode de travail. Après le Covid, j'ai fait un master à l'école Hassania des travaux publics. Et c'est là que j'ai rencontré mes cofondateurs et qu'on a eu l'idée justement de monter BIMOptech qui a les objectifs que je vais vous décrire. Donc, bien sûr, pour reprendre ce qu'a dit Abdelghani, BIM, avant, quand on faisait un projet, on le faisait séquencer, tout seul. Allô, ouais, c'est bon là. Voilà. Aujourd'hui, en fait, grâce à la puissance des machines, grâce à Internet, on arrive à travailler en même temps sur la même maquette. Tout cela pour plus d'efficacité en phase chantier et plus d'efficacité énergétique et pour toutes les raisons d'exploitation et de maintenance. Donc, ce qui nous a motivé, c'est que le BIM aujourd'hui, c'est la même révolution qu'on a connue à la fin des années 90, où on est passé de la table à dessin à tout ce qui est CAD, AutoCAD, ArchiCAD, etc. Aujourd'hui, c'est un vrai virage, on passe tous d'ArchiCAD, AutoCAD au BIM. Donc, et les secteurs publics et privés l'adoptent de plus en plus parce que ça a beaucoup d'avantages que vous allez découvrir. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai intérêt, c'est qu'il y a une double évangélisation. Une évangélisation top-down, c'est-à-dire qu'on a des projets, vous disiez tout à l'heure, par la NEP, où tous les projets au-dessus de 200 millions de dirhams en 2028 devront être faits en BIM. Et il y a une vraie évangélisation par le bas, où tous les BIM modelers, etc., sont formés régulièrement. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un vrai enfer de la prescription. Prescription, comme vous le savez, c'est la chose la plus terrible dans notre métier. C'est ce qui nous prend le plus de temps, c'est la chose pour laquelle on est le moins bien payé et c'est le sujet sur lequel il y a le plus de... En fait, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc, comment se passe la prescription généralement au Maroc? Un architecte a un projet, il doit appeler les commerciaux, recevoir des fiches techniques, recevoir le CPS, demander si le produit est disponible localement, demander combien il coûte, demander le temps d'arrivée, Donc nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on, via le BIM, finalement, qui va être le fil rouge de notre opération, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une plateforme où les industriels, les fabricants et les distributeurs pourraient exposer leurs produits pour que les architectes, les bureaux d'études, tous les prescripteurs puissent les télécharger. Et c'est donc là qu'on réunit cet univers qu'est BIMOptech. Donc bien sûr, BIMOptech est une solution aussi écologique puisque par l'intégration de tous les objets numérisés, de tous les matériaux numérisés digitalisés, on va pouvoir avoir des simulations thermodynamiques, on va pouvoir avoir des bilans énergétiques, etc. efficaces. Voilà. Alors, dans notre stratégie de développement, on a intégré 2 grands partenaires piliers que sont le CIH, c'est le Crédit Immobilier Hôtelier, c'est la banque, qui est notre partenaire pilier, ainsi que les assurances pour des raisons évidentes de financement et d'assurance. Alors, notre stratégie a été très simple, c'est qu'on a pris le leader de chaque marché et on lui a demandé de nous accompagner. On est allé voir dans le désordre, Aluminium du Maroc, Jacob Delafont, Ingelec, et tous les gens toutes les entités que vous pouvez voir ici. Et en termes d'infrastructure également, il y a tout ce qui est signalisation de route, parce qu'il y a cet écosystème d'infrastructure, je pense aussi, que tu peux signaler. Voilà, tout à fait. Et en fait, avec une préférence quand même nationale, marocaine, pour les fabricants localisés au Maroc, pour une meilleure distribution nationale pour que ça nous serve. Donc, je vais vous montrer un aperçu de la plateforme, si tu peux passer à la vidéo. Donc, on a créé BIMOptech. BIMOptech, on va vous faire la présentation. BIMOptech, la voici. 1, 2, 3. Donc, on est ravis d'ailleurs de vous la présenter parce que c'est la première fois qu'on est dans un salon si grand, on la présente. Donc, voici BIMOptech. Un aperçu de la plateforme. Voilà, une barre de recherche. D'abord, on doit accéder parce que c'est une plateforme interprofessionnelle.
qui est destiné seulement aux professionnels du monde de la construction. Bureaux d'études, architectes, entreprises, fabricants, industriels. Avec une grande page centrale où on mettra en valeur des produits ou des matériaux ou des catégories de matériaux chaque semaine. On a repris l'arborescence qui est celle des CPS marocains pour une meilleure utilisation des produits et des matériaux. Alors, voilà, les 5 structures d'étanchéité, seconde œuvre, lot technique. Voilà, là par exemple, d'un profil aluminium, je tape aluminium, il s'avère qu'Aluminium du Maroc est un de nos partenaires. On arrive sur leur page blanche, on a modélisé à peu près plus de 43 produits pour eux, des murs rideaux, des garde-corps, des profilés. Voilà, donc il y a tout le catalogue qui est modélisé. Et on voit aussi que on les a modélisés en plusieurs formats que vous voyez ici, soit en Revit, soit en EFC, soit en Sketch, soit en Archicad, et qu'on peut les télécharger et que voilà, vous voyez que ça donne. Donc là, par exemple, je m'intéresse au profilé Cusco, qui est un des profilés haut de gamme de Aluminium du Maroc. Je clique dessus. Voilà. On le voit, on va voir chaque produit en situation, ce qui permet vraiment une meilleure visibilité du produit. On a un léger descriptif du produit réalisé par le fournisseur lui-même. On peut soit télécharger l'objet, soit sa fiche technique, soit son CPS. Et ça, c'est très important pour le marché marocain parce qu'on raisonne encore comme ça en fiche technique pour CPS. On peut bien sûr demander, du fait d'être inscrit, d'être contacté par le fournisseur. Et l'autre innovation, c'est qu'on a développé un plugin Revit. Voilà, là, vous êtes sur un de mes projets pour lequel je remporterai, Inch'Allah, un prix de Caire. Voilà, et en fait, directement, c'est la même opération. Et instantanément, regardez, là, c'est en temps réel, on intègre directement la fenêtre sur la maquette Revit, sur la maquette numérique. Et le grand principe du BIM, c'est que c'est géométrique, mais aussi technique. Donc là, vous voyez que c'est la vraie fenêtre qu'on a téléchargée tout à l'heure et que je peux paramétrer. Je ne serai pas plus très long, on peut aussi donc rechercher d'autres produits par l'arborescence. Donc là, j'ai besoin d'un lavabo, tout simplement. Je vais sur l'arborescence. Il s'avère que Jacob Delafont nous a demandé de modéliser et d'exposer leurs produits. Voilà, le structurat de Jacob Delafont m'intéresse. Je le vois en situation, ce qui facilite énormément les choses pour moi. Je télécharge l'objet, bien sûr. La même chose, aussi facilement que... Mais aussi, ceux qui ne sont pas encore BIM, ni Revit, ni quoi que ce soit, ils ont la possibilité de télécharger le CPS et la fiche technique. Et ça, ça nous fait gagner un temps fou et ça nous permet de mettre un pied à l'étrier à tous les gens qui ne sont pas BIM. Voilà, on va les évangéliser. Donc voilà, c'est un fichier Word qu'on copie-colle, la fiche technique. Alors, voilà, donc ça permet d'intégrer les CPS et ça. Donc voilà nos partenaires qui nous ont aidés dans cette aventure. On existe depuis même pas un mois. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on est très heureux d'avoir des locomotives nationales qui nous permettent d'aller. On est conventionné avec l'ordre des architectes, les topographes. avec les topographes, avec les bureaux de contrôle. Tous ces gens-là ont compris l'intérêt d'aller vers cette solution, cette méthode de travail qui arrive coûte que coûte. C'est un virage que tout le monde va devoir prendre dans les semaines, dans les mois, voire années à venir. Voilà un peu notre innovation sur ce coup. Merci Marwan. Nous avons commencé par une entité publique qui est innovante, qui est pratiquement, on va dire, une start-up ou là, une entreprise innovante qui regroupe un ensemble de start-up publiques à une start-up privée. Donc, en passant par une start-up également dans l'éducation entre la France et le Maroc. Donc, c'est agréable de se retrouver dans l'innovation, d'autant plus dans le privé que dans le public. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai pas de questions. Je suis venu quand même. Alors, comme on me signale qu'il faut qu'on libère la salle, je préfère qu'on pose les questions en aparté. Ça marche. Merci tout le monde. Voilà. Et Marwan, tu auras sûrement des questions et puis peut-être des partenaires possibles. En tout cas, tu as une question déjà du panéliste et peut-être d'une future collaboration.